Et bonjour tout le monde, ça me fait bien plaisir d'accueillir notre invité Anne Deslauriers, mais accueillir tout le monde, ceux qui sont en présence, ceux qui sont à distance. Mon nom est Isabelle Orellana et je suis la directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Alors aujourd'hui, c'est ça, nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue Anne Deslauriers, qui est professeure des arts visuels et médiatique de l'UQAM. En fait, elle est membre de notre chercheur régulière, de notre centre de recherche également. Alors aujourd'hui, c'est ça, elle va nous offrir un séminaire qui s'inscrit dans notre programmation scientifique, donc de cette période 2023-2024. J'étais déjà un peu en recul. On est dans une période de bilan, alors j'étais un peu rendue bien loin. Alors voilà, c'est ça, c'est un séminaire où Anne, elle va partager avec nous divers travaux de recherche en fait et des projets pédagogiques qui s'intéressent à la convergence de l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement, mais plus particulièrement au milieu scolaire. Alors, à ce qui concerne justement la formation des formateurs, la formation des futurs enseignants. Alors, dans ces domaines-là, qui sont spécialisés en art plastique, alors autant au niveau primaire et secondaire, en fait, oui. C'est bien ça. Alors, l'idée, c'est justement pouvoir mettre à contribution l'éducation en fait, un art plastique est comme un creuset de construction des rapports au monde, comme une forme aussi de prise de conscience des enjeux socioécologiques actuels. Exactement. Alors, Anne Deslauriers, elle a enseigné les arts plastiques au secondaire à l'Université Laval pendant une vingtaine d'années. Puis il a été aussi chargé de cours à l'UQAM pendant un bon moment, professeur dans d'autres universités québécoises également jusqu'en 2022. Puis on l'a avec nous à l'UQAM, on est bien contente de l'accueillir avec nous. Et puis est aussi conseillère pédagogique et bénévole à la Fondation Grand Homme pour l'art et l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est ça, elle occupe ce poste de professeur au sein de la formation en enseignement des arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Puis bon, c'est une professeure qui a eu, un chercheur qui a eu une trajectoire qui a été reconnue, qui a mérité en fait des reconnaissances et des prix pour des projets artistiques et pédagogiques qui ont été réalisés en milieu scolaire et où en fait elle a intégré une perspective interdisciplinaire. Alors actuellement, elle se penche plus particulièrement sur des travaux qui visent en fait, à contribuer à une réflexion sur l'éducation artistique dans ces contextes actuels socio-écologiques. Alors, ainsi qu'à donc arrimer ou faire converger l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement. Alors voilà, je vais laisser la parole à Anne Deslauriers. Suite à sa présentation, on aura alors un moment de partage, d'échange, de discussion. Oui. Alors, c'est à toi. Merci beaucoup d'être là, Carifa. C'est moi qui te remercie, Isabelle. Puis je vais apporter juste une petite correction à la présentation, mais c'est rien de grave. J'ai effectivement été professeur à l'Université Laval pendant 2 ans, avant d'arriver ici à l'UQAM en 2022, en juin 2022. Mais le 20 ans auquel tu faisais mention, c'est en enseignement des arts en milieu scolaire. Oui, mais il n'y a rien de grave du tout. Je voulais juste le préciser parce qu'il y en a qui ont peut-être qui se sont dit, j'étais à l'Université Laval, je ne l'ai jamais vu. Oui. Voilà, alors merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce séminaire de recherche qui vous convie à un moment d'échange et de partage autour des points de rencontre entre l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement. Donc, j'allais prononcer quelques mots à mon sujet, mais Isabelle l'a très bien fait. J'ajouterais peut-être que récemment et à venir, je réfléchirai à comment associer 3 termes au regard de la situation environnementale actuelle, l'écologie et l'inclusion. Donc, c'est ce qui occupe mon esprit et les projets à venir. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais ouvrir ce séminaire que j'espère inspirant en plongeant dans l'univers imagé et imaginé qui a nourri mon travail pendant tout le parcours pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. J'enchaînerai avec un survol de ma thèse doctorale, mais sachez que tout au long de cette rencontre, je laisserai filtrer une partie des résultats, les points de rencontre, évidemment, de nos 2 champs d'éducation.
Pour aller plus vers la fin, je vais donner un petit aperçu d'un projet de recherche en cours qui découle de ma thèse, le programme guide que j'ai appelé Art et environnement. Et je désire par la suite parler de l'importance des collaborations qui dynamisent, qui insufflent du courage pour persévérer dans la suite des travaux amorcés. Et je tenterai d'établir un lien avec la formation des enseignantes, des enseignants en enseignement des arts visuels et médiatiques. Enfin, j'espère que nous terminerons en discutant ouvertement ensemble des sujets qui vous préoccupent en lien direct avec la présentation d'aujourd'hui ou indirect. Donc, voilà, hein, je suis en art visuel et c'est ce que j'avais envie de ramener aujourd'hui. Alors, pendant ma scolarité doctorale, j'ai amorcé un profond questionnement quant à la raison d'être du cours d'art plastique au secondaire. Je cherchais à en redéfinir les objectifs éducationnels et incidemment à considérer la crise environnementale que nous traversons sans faire sentir mon inquiétude aux élèves. Les nouveaux objectifs devaient agir comme fer de lance d'une action socio-écologique dans un processus d'enseignement et d'apprentissage en vue de contribuer à l'atteinte des visées de formation, au développement des compétences transversales et à l'intégration des domaines généraux de formation relatifs au programme de formation de l'École québécoise. Ainsi, mon attachement aux arts plastiques dans le domaine des arts, qui est notre programme disciplinaire, je vous rappelle, comprend 4 disciplines artistiques, est de plus en plus associé à mon intérêt pour le champ de l'éducation relative à l'environnement. Découlant de ces multiples étapes clarificatrices au cœur de ma pédagogie, j'ai soutenu à l'été 2022 ma thèse doctorale dont la trame de fond a fait appel à une forme de responsabilisation de la discipline artistique au cœur du déséquilibre socio-écologique que je viens d'évoquer. En effet, l'alarme socio-écologique retentit partout sur la planète et par socio-écologique, j'entends l'interrelation des aspects sociaux et environnementaux au sein d'une même réalité. Les enjeux du monde sont complexes et se répercutent en éducation. Nombreux sont les spécialistes qui l'affirment. Depuis l'implantation du programme de formation de l'École québécoise en 2001, où le domaine des arts apparaît comme l'un des domaines fondamentaux d'apprentissage, l'importance de se préoccuper de l'environnement s'est accrue, comme en témoigne un grand nombre d'études. L'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation, notamment les enseignants en arts plastiques, sont plus que jamais appelés à prendre en compte les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Comme Frank O'Farrell et Kukkonen, je soutiens que les défis imposés par ce monde peuvent être appréhendés et en partie relevés par l'art en milieu scolaire. Ainsi, les problèmes liés à l'environnement menacent l'équilibre des écosystèmes et la capacité de support de la biosphère. Lucie Sauvé et bien d'autres en ont parlé. En ce sens, ces problèmes nous concernent tous. Paradoxaux et complexes, les problèmes environnementaux sont également des problèmes sociaux. Point de vue de Mazière, que je partage, les enseignants spécialistes en arts plastiques peuvent porter ce projet-là du sens pour eux. Devant ce défi de taille, l'éducation doit s'inscrire dans ce projet universel de sauvegarde de la vie sur Terre, auquel font allusion Bourg et Whiteside. Pour la classe d'art, j'aime parler de projet universel de considération du monde. Vu ainsi, l'éducation relative à l'environnement peut être considérée comme une dimension de l'éducation contemporaine qui se préoccupe de reconstruire ce rapport, ce réseau des personnes, des relations entre ces personnes, groupes sociaux et environnement, ce sont les mots de Lucie Sauvé, et conséquemment, de répondre à l'appel socio-écologique universel. Au Québec,
c'est par le biais du PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise, que les enseignants spécialistes en arts plastiques peuvent y parvenir. Donc, la suite de la vidéo, si elle vous intéresse, est accessible via un lien que j'ai placé à la fin de ma présentation. Excusez-moi, il faut que je le change ici. J'enchaîne maintenant avec une présentation sommaire de ma thèse doctorale. Mona Trudel et Lucie Sauvé ont été mes directrices et co-directrices de recherche. Il s'agit d'une recherche qui a oscillé entre deux pôles, l'enseignement des arts plastiques en contexte scolaire, avec des possibilités de création infinies, et dans une autre optique plus large, l'éducation artistique dans laquelle on réfléchit aux enjeux socio-écologiques. Je me suis appuyée sur une conception de l'éducation artistique au sens où Hardouin en parle. Elle dit que l'éducation artistique permet de faire des arts plastiques et de réfléchir aux enjeux de ce faire. Elle précise que l'enseignement des arts plastiques a pour visée l'éducation artistique. Ce que je comprends en lisant Hardouin, et j'aimerais le partager avec vous, c'est que l'enseignement des arts plastiques n'a pas seulement pour but d'enseigner les arts plastiques dans un cadre formel, si je peux le dire ainsi, mais d'éduquer au sens du développement global des personnes, de leur sensibilité, de leur esprit critique sur le monde. D'ailleurs, Hardouin a cette façon de décrire l'éducation artistique, et j'en apprécie tous les mots. L'éducation artistique à l'école se veut une occasion d'humanité pour les élèves et leurs enseignants, les invitant à être attentifs au monde, à l'aimer, à le préserver et à prendre conscience qu'il peut y avoir une conduite esthétique, une action particulière sur ce monde. Le but de ma recherche, comme un idéal à atteindre, à poursuivre, a consisté à favoriser une intégration féconde des questions socio-écologiques à l'éducation artistique auprès des jeunes. Et l'objectif global a consisté à développer un modèle éducationnel qui a pris appui sur un projet de création artistique des élèves et donc qui est basé sur l'expérimentation, puis sur l'analyse du projet en question. À travers cette recherche, j'ai poursuivi des objectifs généraux qui m'ont permis d'assurer une cohérence interne et la pertinence d'une méthodologie hybride. Il s'agissait de décrire et de caractériser un projet de création pédagogique marquant en éducation artistique qui intégrait des questions socio-écologiques et de dégager de ce projet de création pédagogique les éléments formels, axiologiques, praxiques et explicatifs d'un modèle éducationnel en enseignement des arts au secondaire qui intégrait la prise en compte de questions socio-écologiques. Donc, j'ai développé une recherche intervention qui a porté sur le processus d'accompagnement pédagogique d'un projet de création artistique des élèves. Ce projet, c'est l'intervention et elle s'intitulait « Carte à jouer pour le 21e siècle ». Juste pour votre information, le lien est aussi disponible à la fin de la présentation si jamais vous désirez visualiser le projet. Donc, je vous lis aussi un tout petit passage de ma thèse qui était lié au cœur de la recherche, donc au projet. Au début de l'année scolaire 2014-2015, il y avait ma classe d'art plastique, mes élèves, et l'idée d'un château de cartes géant qui s'effondrerait et qui chaque fois serait reconstruit par les élèves. Après, j'ai eu envie de poser la question suivante à mes élèves: quelle carte jouer pour l'avenir? Ce que vous voyez présentement, ce sont différents moments du projet que j'ai mené en tant qu'enseignante spécialiste en arts plastiques au secondaire à l'école Cure-Antoine Labelle et que j'ai dirigé à distance avec deux autres écoles, une sur la Côte-Nord et une en Gaspésie. Donc, il y avait des élèves du secondaire et l'école sur la Côte-Nord, c'était des élèves de tous les cycles au primaire et celle en Gaspésie, c'était secondaire aussi.
Donc, en élaborant ma proposition, j'ai réalisé qu'on pouvait répondre de plein de façons. Il y avait notamment plusieurs occasions d'interdisciplinarité. Voici la fin du projet qui s'est terminée par une performance interdisciplinaire publique et improvisée, ici à l'UQAM. En fait, ce que je propose dans la thèse dont je discute, c'est un modèle éducationnel où se rencontrent l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement. Donc, on va aller directement maintenant à la problématique telle que je l'ai articulée en 4 dimensions. Les 3 premières dimensions composaient ce qu'on a appelé la problématique situationnelle. Alors, d'abord, la problématique socio-écologique qui rend compte de l'état fragilisé du monde au niveau mondial et qui révèle évidemment un enchaînement de problèmes sociaux et environnementaux qui sont majeurs. Ensuite, la problématique éducationnelle qui expose l'écart entre les fondements du programme et qui de l'École québécoise, et leur actualisation dans la pratique de l'enseignement des arts plastiques. Et je précise ici que ce que j'appelle fondement, ce sont les dimensions fondamentales du programme de formation québécoise qui traversent tous les domaines d'apprentissage. Et ensuite, la problématique en éducation artistique, plus particulièrement, qui témoigne beaucoup de modèles expressifs et formalistes, celui, entre autres, d'Irène Sénécal. Et ces modèles-là mettent l'emphase sur l'expression de soi, l'apprentissage de techniques et de notions du langage plastique au détriment, parfois, trop souvent, des contenus d'art, de problématiques culturelles et, j'ajouterais, de la réalité socio-écologique. Donc, on peut parler d'un écart, cette fois, entre l'évolution des pratiques artistiques actuelles chez les artistes et les modèles influents, en ce sens que plusieurs artistes portent un regard sur le monde, notamment au niveau des questions socio-écologiques, et les éducateurs en art, selon ce qu'en croit la chercheure Hilary Inwood, ne le font pas suffisamment. Donc, j'ai identifié une problématique à 3 dimensions, je viens de vous l'expliquer, socio-écologique, éducationnelle en éducation artistique. Et à partir d'elle, j'ai été en mesure d'articuler la problématique de recherche qui documente l'absence de modèle éducationnel en arts plastiques au secondaire, qui est ancré dans la pratique, qui intègre les visées d'éducation, les domaines généraux de formation et les compétences transversales de notre programme de formation de l'École québécoise et qui prend en compte la réalité socio-écologique. Alors, on n'en discutera pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai opté pour une méthodologie hybride. J'ai croisé l'orthographie et l'anasynthèse. Donc, pour ceux qui sont en art ou qui sont intéressés, j'ai francisé le mot orthographie. Le suffixe graphie pointe l'association entre art, texte et image, association correspondant à l'imbrication de l'activité créative, A, de recherche, R, et pédagogique, T. Alors, l'orthographie, elle est fondée sur l'artiste, le chercheur et l'enseignant, tandis que l'anasynthèse consiste à occuper et à suivre une série d'étapes pour élaborer un modèle en question. Donc, mon travail a fait en sorte que ces méthodologies se rencontrent, s'entrelacent, se parlent et se nourrissent mutuellement. Donc, sans m'y attarder longuement non plus, les éléments du cadre théorique présentaient des concepts justifiés par des considérations théoriques en fonction de l'objet de ma thèse et des champs théoriques, justement, des 2 domaines d'éducation, éducation artistique et éducation relative à l'environnement. Alors, mon cadre théorique comportait 4 volets. Le premier, le concept de modèle éducationnel, qui était relié à l'objectif global de ma recherche, on l'a vu tout à l'heure. Le deuxième, l'éducation artistique au sens plus large et au sens que moi, je lui ai donné dans ma pratique au cours de toutes ces années. Le troisième, l'éducation relative à l'environnement et le sens que je lui ai donné lorsque je suis entrée en contact avec ce champ-là et que je l'ai intégré. Et le quatrième, la synthèse des points de rencontre entre l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement.
qui constitue l'ensemble des liens que je fais entre les deux domaines d'éducation, donc un apport théorique à la thèse. Donc, je vais poursuivre avec une partie des résultats de ma recherche, encore une fois sommaire, le modèle formalisé en fonction des 4 pôles théoriques qui ont été développés. Donc, si ça vous intéresse plus en profondeur, mais la thèse est disponible. J'ai placé le lien à la fin de la présentation. Donc, ces 4 pôles théoriques donc sont les suivants. La dimension formelle. Elle s'attarde aux 2 domaines d'éducation, l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement, ainsi qu'aux points de rencontre entre les deux. La dimension axiologique, qui rencontre des buts associés et reliés entre eux d'une perspective socio-écologique des objectifs pédagogiques et d'apprentissage et des objectifs qui sont de l'ordre de la didactique. La dimension praxéologique, qui détermine certaines façons qu'on peut privilégier pour éduquer. Donc, j'ai parlé du comment éduquer à travers l'approche, à travers certaines stratégies qui favorisent le croisement des 2 champs d'éducation et de la démarche. La dimension explicative qui a consisté plutôt à brosser le tableau des conditions de mise en œuvre ainsi que des enjeux potentiels au sein du modèle proposé. Donc, on peut y retrouver la perspective interdisciplinaire en éducation artistique, en éducation relative à l'environnement, le double mandat en éducation artistique et en éducation relative à l'environnement, les apprentissages dans les 2 champs d'éducation, l'intégration de questions socio-écologiques en éducation artistique, la dimension réflexive et critique qu'on peut intégrer à l'éducation artistique, et le vécu qui favorise la construction d'un rapport à l'environnement. Donc, c'est de la dimension formelle c'est la dimension formelle qui m'intéresse dans le séminaire d'aujourd'hui, au point où se rencontrent l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement. S'érige une vision éducative transversale, on pourrait même dire transdisciplinaire de l'éducation artistique. Lorsque j'enseigne les arts, par exemple, les points de rencontre entre l'éducation artistique et l'éducation relative à l'environnement sont constamment sollicités. Je rappelle l'ancrage de l'éducation artistique et de l'éducation relative à l'environnement dans le programme de formation de l'École québécoise, les questions socio-écologiques, l'engagement, les courants d'art engagés, il y en a beaucoup, et l'amour qui les définissent et qui les supporte. J'ai donné un aperçu de ce que contient ma thèse et avant de conclure sur ce sujet, je désirais porter à votre attention qu'un comité d'experts s'était prononcé sur le modèle éducationnel que je souhaitais développer et que je proposais. L'une de leurs recommandations était qu'il serait intéressant que les enseignants d'art disposent d'outils concrets pour intégrer ce modèle au sein de leur pratique. À titre d'exemple, un programme adaptable pour les enseignants et les professionnels pourrait être produit. Ce document définirait les conditions préalables et la mise en œuvre d'un tel modèle afin de s'assurer de les mettre en place. Il importerait également de fournir des exemples concrets de démarches. On croit finalement, là c'est le comité d'experts qui parle, que plus d'enseignants en art pourraient adopter le modèle proposé si éventuellement un manuel, le terme manuel a été utilisé ici, s'intéressait aux étapes de didactisation et qui étaient finalement produits et proposés. Donc, à la suite d'une démarche doctorale, donc on revient sur qu'est-ce que le comité d'experts, en tout cas dans mon cas, a suggéré. Et bon, j'ai pris la balle au bon pour cet aspect-là, en tout cas, et de ma thèse qui a été soutenue en juin dernier. Donc, j'ai commencé à développer ce que j'ai appelé un programme guide. Donc, je me suis inspirée des conclusions de ma thèse pour élaborer ce programme guide qui permettrait de soutenir les enseignants sur le terrain, espérant donner un coup de pouce à celles et ceux qui ont envie de relever le défi d'engager les arts plastiques dans une optique
environnementale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais une petite équipe de recherche autour de moi comme travaux jusqu'à maintenant. Alors, on a cherché ensemble des artistes en art actuel qui avaient une pratique susceptible d'interpeller les jeunes et dont le discours se situait en regard des enjeux environnementaux. On a invité ces artistes à céder leurs droits de reproduction d'images de leurs œuvres pour pouvoir les intégrer dans le programme guide qu'on proposait. Puis, on a développé, je vous dirais, une cinquantaine, peut-être plus, d'activités pédagogiques qui sont inédites liées aux pratiques en art actuel qui prennent en compte l'environnement. Alors, le programme guide art et environnement repose sur la recherche et sur l'expérience de terrain. Alors, il s'inscrit donc dans la voie de la transition écologique amorcée dans le milieu scolaire. Donc, les écoles s'en réclament beaucoup, tout en bonifiant les contenus d'apprentissage. Alors, ce programme guide peut être accueilli par les enseignants de multiples façons, comme un projet commun qu'on partage entre les enseignants d'art, comme une expérience éducative axée sur le développement d'un rapport au monde intégré chez l'élève adolescent. Je dis adolescent parce que je suis en train de travailler sur la version primaire en ce moment, version pour le primaire, pas la version primaire, ou bien comme un répertoire d'activités proposées, inspirées ou liées aux pratiques actuelles de la création où l'environnement est concerné. Donc, il s'agit d'une proposition qui est ouverte et adaptable et je reviendrai vers vous peut-être pour en discuter. J'aurai sûrement l'occasion de le présenter lorsqu'il est en cours de travail avec une autre équipe là, pour le mettre encore plus beau. Donc, et intéressant. Donc, c'était important pour moi comme professeur, je peux dire nouvelle à l'UQAM, de partager un petit peu avec vous ce que je fais, ce qui me permet de penser que les efforts déployés pour aimer la nature et soutenir la cause environnementale par la voie de l'éducation artistique, ça porte fruit. J'ai choisi d'évoquer, pour aller vers la fin tout douce de ce séminaire, là, de ma présentation en tout cas, j'ai choisi d'évoquer 3 projets différents. Alors, le premier, c'est en lien avec le programme guide dont je viens de discuter. C'est que 3 écoles ont accepté de le mettre à l'essai à l'automne, donc dans une version provisoire, là, un projet pilote. Puis évidemment, il y a un processus de validation qui va avoir cours durant l'année. Puis à la fin de l'année, on aura les éléments clés pour encore l'améliorer et ensuite peut-être le partager avec l'ensemble de la communauté enseignante dans la province. Ensuite, je voulais juste parler des occasions. Des fois, on passe à côté des rencontres inattendues, comme celle que j'ai faite avec une professeure qui s'appelle Gina Ryan, professeure en musique ici à l'UQAM. Et puis là, on se rend compte qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on essaye de dire dans des langages disciplinaires différents, en fait, la même chose. Alors, on collabore et on continue à déployer des efforts, mais ensemble, on devient interdisciplinaire quelque part. Donc, je participe avec Gina à son univers musical là, pour son spectacle du samedi 22 avril. Je voulais quand même le souligner. J'avais envie aussi de conclure parce que quand on est professeur, on fait affaire aussi avec nos étudiants et étudiantes qu'on aime beaucoup. Et enfin, il y a des cadeaux qui peuvent tomber du ciel lorsqu'on s'en attend pas, lorsque des étudiantes ou des étudiants croisent notre chemin et voient avec les mêmes yeux que nous, perçoivent l'éducation artistique de la même façon et enveloppent les enfants d'une éducation bienveillante, actualisée et sensible. J'aimerais vous présenter 2 projets de dessin conduits par une de mes stagiaires en enseignement au primaire, enseignement des arts au primaire. Donc, ces projets s'intitulent La maison qui fleurit et La ville qui fleurit, qui ont été faits par des élèves issus du premier et du deuxième cycle au primaire et par des classes d'accueil. Donc, voici. Et voici.
Donc, Cynthia, elle avait un petit peu la même réflexion que je vous ai partagée aujourd'hui. Comment on fait pour parler peut-être des villes des villes de béton sans faire peur aux enfants, sans les inquiéter, et comment on peut les amener à réfléchir à un monde meilleur. Donc, le lien, je vais l'avancer un petit peu. Le lien de l'ensemble de ces projets qui n'est pas complet, j'aimerais en déposer un plus complet. Donc, il est disponible aussi à la fin de ma présentation. Mais juste pour vous dire que les images des enfants sont magnifiques, qu'ils arrivent peut-être à dire en l'espace d'un dessin ce que nous, on essaye de dire, et ça prend à peu près, peut-être dans mon cas, 10 ans pour le faire avec une thèse de doctorat. Donc, des images magnifiques de la ville qui fleurit, donc de la végétation qui reprend ses droits dans la ville, et des maisons aussi qui se font remplir de bonheur et de fleurs. Donc, je vous ai juste montré quelques extraits, mais vous pourrez le découvrir si ça vous tente. Le lien a été placé à la fin. Donc, je voulais aussi vous montrer que j'ai placé des références à la fin. J'ai mis aussi le lien pour ma thèse doctorale avec un petit bout du résumé. J'ai mis, si jamais ça vous intéresse, la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement, qui est très intéressante, donc qui se préoccupe des mêmes questions, qui vise aussi à la diffusion d'artistes qui croisent les mêmes questions que nous. Donc, à aller voir, très intéressant. C'est pour ça que je leur donne du temps en tant que bénévole. Je crois en leur projet. Et le projet Carte à jouer qui était au cœur de ma thèse, j'ai mis le lien. Le parcours, j'ai appelé parcours et images. La suite, ce sont les travaux des enfants que je vous ai présentés rapidement. Et encore une fois, un petit zoom sur ces belles images faites par les enfants de l'école du primaire. L'école primaire, j'ai pas mis le nom au complet, c'est l'école... en tout cas, je vais l'écrire, là, c'est Soleil, École Enfant Soleil. Excusez-moi. Donc, et ma stagiaire s'appelait Cynthia Thibault. Là, ce sont des extraits de ces projets. Donc, voilà, ça complète la présentation. Puis, ce serait intéressant de discuter ensemble sur les questions, les sujets qui vous préoccupent. Merci beaucoup, Man, pour cette présentation qui nous amène vers cet univers de la création, de l'imaginaire qui est interpellé si fortement aujourd'hui, plus que jamais. Puis, sans doute, un des aspects qui nous préoccupe énormément, c'est la formation des formateurs, des enseignants, des futurs maîtres, en fait, qui sont des multiplicateurs, évidemment. Puis, bon, Anne, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie du sous-comité d'écologisation de l'UQAM, donc fortement impliquée dans cet effort collectif de tenter d'intégrer les préoccupations d'éducation relative à l'environnement dans les curriculums, donc à la formation des enseignants. Et puis justement, elle nous illustre aujourd'hui avec sa présentation comment ces efforts ils peuvent en fait être accueillis aussi par le milieu même de l'enseignement. Et on voit bien qu'il y a là un intérêt, il y a une préoccupation de plus en plus grande d'ailleurs dans ces domaines. Et puis, on constate à quel point l'éducation joue un rôle fondamental pour la transformation de nos réalités, pour nous transformer nous-mêmes à la fois, donc pour développer un nouveau regard, une nouvelle façon d'être au monde. Et puis, on voit à quel point l'idée justement d'alimenter l'espoir, et on le voit à travers les dessins des enfants, cet imaginaire qui se déploie de comment on rêve la ville, comment on rêve chez soi, la maison, cette maison à nous, en fait, qui soit davantage harmonieuse, davantage conviviale, davantage saine aussi. Alors, merci pour cette présentation qui nous a ouvert des petites fenêtres vers quelques projets qui sont en cours et qui sont très, très inspirants. On a besoin de cette inspiration, de ce souffle, en fait. Et ben, je ne sais pas trop s'il y aurait quelqu'un dans la salle ou à distance qui voudrait commenter. Je vois une main levée.
Maya. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup Anne pour ta belle présentation. Tu sais bien sûr que tu es pour moi toujours une source d'inspiration et j'admire beaucoup ton engagement et puis ton énergie. Tu es vraiment inépuisable. Je voulais te poser une question. Est-ce que on a bien compris ton volet art? Et je sais, j'ai vu que tu parlais d'une équipe. Est-ce que dans tes expériences personnelles ou dans les expériences des membres de ton équipe, vous avez pu, comment dire, contaminer, si je peux dire, des spécialistes d'autres disciplines scolaires qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à développer ce type de projet? Je pense notamment au cycle secondaire où il y a les arts plastiques, mais il y a d'autres disciplines. Est-ce que vous avez pu tout de même aller, je sais que les enseignants sont très, très chargés et puis ils ont tellement de tâches, c'est difficile, moi je l'ai vécu moi-même, c'est difficile d'aller les motiver, de participer en plus à autre chose. Est-ce que dans tes projets, dans ton expérience, vous avez eu des collègues d'autres disciplines qui se sont engagés dans un de tes projets? Et si oui, comment tu as fait? C'est ça qui m'intéresse. Merci Maya. Donc, c'est toujours une difficulté. Je pense que j'en parle dans ma thèse. Donc, ce qui est important d'abord, on ne peut pas demander aux stagiaires de partir en croisade ou aux étudiants de partir d'un coup à la recherche d'enseignants qui veulent participer à certains projets de ce type qui sont interdisciplinaires. On peut l'avoir en tête, mais je pense qu'il faut d'abord s'installer dans un milieu et développer un petit cocon de confiance et un certain lien d'attachement aussi avec les collègues qui sont là et de partager nos idées sans insister, de les inviter d'abord dans une aventure de la création et de le laisser se positionner par rapport à l'environnement. Et c'est ça que je fais des petits pas à ce sens-là en tant que professeur. Donc, moi, j'enseigne la didactique des arts au primaire ou au secondaire. Donc, je fais attention là, de tranquillement amener ces questions-là, mais de ne pas la rendre obligatoire. Donc, c'est une invitation. Il faut penser en termes d'invitation. Puis une fois que les collègues s'intéressent ou voient ce qu'on fait, donc il faut quand même prendre le temps de partager, de montrer un peu où on s'en va avec tout ça, comme un peu pour sécuriser. Et après, ce qu'il faut faire, une fois que ça s'est établi, et ça se fait tout seul, là, mais c'est d'y aller une chose à la fois, c'est d'inviter, moi je suggère aux enseignants d'inviter en début d'année scolaire, clairement. Moi, j'aimais utiliser un petit PowerPoint amical, avec les idées, là, puis à un moment donné, à chaque début d'année, c'était un rituel. J'envoyais mon idée de projet, donc on se faisait un dîner, puis là, on en discutait, puis après, je construisais, mais il ne faut pas penser que les autres vont donner la même énergie. Donc, que je sois dans une aventure comme ça, il faut respecter les limites. J'ai eu plusieurs expériences où j'ai juste le goût de dire casser la gueule dans le sens que moi, tout ce que j'avais développé comme réflexion avec mes élèves, donc les collègues embarquaient, mais au final, on ne cheminait pas de la même manière dans le projet. Donc, ce qui avait été spectaculaire ou apprécié par d'autres, ce n'était pas ce que moi, j'ai apprécié en termes. Et ça aussi, ça ne nous appartient pas. Donc, ce qui a de la valeur, je pense, c'est les témoignages des élèves qui ont traversé le projet par la suite. Qu'est-ce que tu as retenu, là, très simplement? Là? Où ça t'a amené? Quelles sont tes nouvelles idées? Comment tu te sens par rapport à la question environnementale au terme de ce projet-là? Et ça, c'est puissant et ça a de la valeur pour la suite. Mais il ne faut pas lâcher, il faut inviter Maya, il faut continuer d'inviter, mais il faut être très généreux au départ parce qu'on ne peut pas imposer la charge de travail que ça demande aux autres.
parce qu'effectivement, ils sont très occupés. Débordés. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Lucie? Lucie. À toi, Lucie. Oui, alors bonjour, et ça me fait tellement plaisir de vous voir, d'entendre Anne, ça rappelle des souvenirs merveilleux. Ça a été un projet de thèse courageux, généreux, authentique. En tout cas, je n'ai eu que du bonheur à t'accompagner dans ce vaste projet. Et tu as présenté un peu quelques images du projet Carte à jouer qui était vraiment magnifique et d'une créativité, d'une inventivité formidable, puis qui a mobilisé tant de jeunes, tant d'enseignants. Mais aussi, moi, j'avais été particulièrement saisie par ton projet sur les oies sur la Côte-Nord. Ce projet d'art plastique, évidemment, où les jeunes fabriquent des oies avec créativité, et les oies ont réellement voyagé sur la Côte-Nord avec les enfants à la rencontre des Inuits. Et en fait, au départ de ta présentation tout à l'heure, tu as dit que tu étais préoccupée d'environnement et d'intégration. Puis je pense que ce projet-là de fabrication d'oies, du voyage des oies et de rencontres à la nation, justement, ça illustre parfaitement une démarche d'intégration, d'accueil, d'interculturalité. Donc, en fait, ça touche au phénomène de la migration animale, mais de la migration humaine aussi, en contexte de changement climatique. Alors, j'avais trouvé ça fabuleux. Je ne sais pas si tu pourrais nous donner une piste où on peut en trouver des traces. Je sais qu'il y en a. Et peut-être que ça serait intéressant d'inviter les participants à revoir ce magnifique projet-là. Puis si tu as quelques minutes, j'aimerais peut-être parler peut-être que tu nous expliques les principaux défis ou obstacles qui subsistent encore pour cheminer dans la formation initiale et continue des enseignants. Voilà. En fait, Lucie, là, je suis venue la première fois, je participe aux activités, non, une fois avec toi, aux activités du central. Et puis là, je suis tout le temps confrontée à qu'est-ce que je présente ou qu'est-ce que je présente pas. Qu'est-ce que les gens qui vont être là ont déjà vu. Donc, j'essaie toujours de renouveler un peu. Et c'est sûr que le projet des oies auquel tu fais mention, je pourrais l'ajouter, le lien, je pourrais ajouter ça dans ce qui va circuler. Donc, je voudrais juste dire, avant de répondre à l'autre question, que ce projet-là, c'est pas pour rien non plus qui a marqué la fin de ma carrière en enseignement des arts, parce qu'après ce projet-là, parce qu'il a fallu un jour que je choisisse, est-ce que je laisse l'enseignement? J'adorais ça. C'était pas été évident pour le poste qui m'est offert à l'Université Laval. Ça a été déchirant même. C'était pas pour moi nécessairement une avancée. C'était un choix beaucoup plus réfléchi. Donc, avec le projet des oies, j'avais ce sentiment-là d'être arrivée au bout de quelque chose et que j'avais bouclé la boucle de toute cette démarche-là de défis relevés au cours des 20 années de la maîtrise et du doctorat. C'est comme si il était temps pour moi de laisser l'enseignement. Puis j'ai encore des frissons en parlant parce que je m'en ennuie beaucoup. Mais j'y retourne en cachette très souvent. Mais donc, ce projet-là était immense et en effet, il a comme marqué, il aurait pu être au centre du doctorat, mais il n'était pas fait à ce moment-là lorsqu'on a commencé. Donc, il était beaucoup plus complet, vaste et donc, il a atteint des proportions inimaginables. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport aux défis dans le milieu scolaire et dans la formation? En fait, moi, les défis, des fois, c'est une perception ou c'est une manière de penser. Moi, les défis, je ne les perçois pas comme des défis, c'est des leviers pour avancer puis défoncer des murs. Donc,
dans l'école, c'est sûr que moi, j'ai vécu une situation où j'ai pu m'installer, mais j'aime m'installer longuement à un endroit. Donc, j'ai été longtemps à une école, premier cycle du secondaire. Quand j'ai eu l'impression d'avoir fini, je suis passée au deuxième cycle du secondaire et j'ai habité cette école-là. Donc, j'ai connu, par exemple, les directions qui, au départ, faisaient pas trop confiance, mais avec les années, avec les efforts, se sont mis vraiment à me faire confiance et chaque besoin pouvait être écouté. Et là, je parle d'école publique. Moi, j'ai pas un mot à dire contre les directions qui m'ont accompagnée et j'en ai vu plusieurs parce que quand on est porté, et c'est un des résultats de ma thèse, Lucie, là, par l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ce en quoi on croit, il faudrait que je revienne là-dessus éventuellement. Donc, c'est quelque chose qui est communiqué aux gens. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Donc, avec une telle énergie sincère, quand on arrive et qu'on a pensé à un projet, c'est pour les jeunes, c'est parce qu'on les aime. Il n'y a pas une direction qui ne va pas aider à soutenir le projet. Donc, à la fin, c'est ça qui est arrivé. Et je chantais même, c'était gênant parce que le cadre scolaire supportait des projets. Il y a un coût à tout ça. Mais c'est sûr que moi, de l'autre côté, des fois, je vante les prix que j'ai reçus, mais je participais au concours pour amener des sous à l'école, pour aussi donner des arguments, donner des arguments pour l'école, pour qu'on me soutienne aussi financièrement. Donc, c'était pas... donc, il y a une façon de présenter ces projets-là et j'aime bien accompagner mes stagiaires pour présenter leurs projets et les aider à leur tour à remporter. Mais les prix que j'ai remportés, c'était pour mon école, c'était pour leur dire, c'est reconnu, regardez, continuez à soutenir, accueillir. Et là, le projet pilote que je commence, donc, c'est des écoles qui m'accueillent avec des nouvelles idées, là, puis ils me font confiance. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit, ça prend du temps, donc c'est pas du jour au lendemain. Et là, on est en train de réfléchir en équipe quelle place ça va prendre dans la formation, dans notre programme au baccalauréat. Et comme là, de mon côté, moi, j'ai déjà commencé à faire des liens avec des travaux de session. Donc, c'est petit à petit où j'invite les étudiants, mais je leur donne le choix de se glisser là-dedans ou de ne pas toucher à ça. Mais la réponse est très positive. Et pour ce projet pilote là, du programme Guide Art et Environnement, donc, je l'ai présenté à un colloque à la QESAP, qui est notre association québécoise des enseignants spécialistes en arts plastiques. Donc, les enseignants sont venus à ma présentation et sans exception, tous les enseignants ont demandé d'être tenus au courant pour embarquer dans ce projet-là quand il va être prêt. Alors, je leur avais dit que ce n'était pas pour tout de suite, il y a encore un an de travail. Mais donc, la réponse, elle est très positive. Donc, il ne faut plus penser que ça ne l'intéresse pas. Maintenant, moi, je mets en garde un petit peu la façon dont tous les enseignants s'approprient ces questions-là. Je suis allée dans une école secondaire il y a 2 semaines et j'ai discuté avec des élèves. Puis là, ben, certains me disaient, et des enseignants aussi, là, tous nos profs nous parlent d'environnement, ils nous font peur. Tu sais, là, on est tannés. Donc, l'université va devoir se pencher, ou peut-être pas l'université, mais il va falloir qu'on encadre la façon dont on aborde ces questions avec les enfants. Donc, le mot-clé, c'est bienveillance et amour, je suis certaine, les mots-clés. Donc, il y a des dérapes aussi, il faut faire attention. Donc, je tiens quand même à le mentionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir de te voir, Lucie. Toujours plus belle, de plus en plus belle, Lucie. Et nous avons aussi Virginie Bachin-Lavallée qui voudrait poser une question ou faire un commentaire. C'est à ton tour. Bonjour, Virginie. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de revoir, dans le fond, cette conférence. Ben, Anne, j'ai vu plusieurs fois là, des conférences. Je suis vraiment contente d'être de retour à cette écoute-là. Mais je voulais simplement... en fait, c'est surtout un commentaire que j'avais. C'est surtout, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette attitude
moi, ce que je vois, c'est que les enseignants ont toujours un peu peur, en fait, ceux qui sont les étudiants en enseignement ont toujours un peu peur de comment finalement aborder la question, comment se lancer dans des projets comme ça. Puis je trouve que comment tu l'as décrit, c'est vraiment inspirant. Puis je trouve que l'idée d'habiter un milieu avant tout pour essayer de trouver justement ce qui peut résonner finalement dans le milieu. Donc, je trouve que c'est quelque chose auquel on devrait penser d'une façon de formaliser ça ou je pense qu'il y aurait de la recherche à faire à ça pour aider les enseignants finalement à trouver leurs propres moyens finalement d'intégrer ça finalement. Mais entre autres, l'idée de trouver les enjeux qui résonnent pour eux. Donc, nous, on passe souvent, je trouve que l'idée de passer par justement des moments significatifs dans la relation à la nature est une voie possible et puis aussi inspirant finalement aussi dans l'idée de faire ça inspire finalement une dimension artistique ou une dimension créative. Fait que je trouve que c'est vraiment inspirant comment tu communiques ça. Puis j'ai l'impression que tu devrais écrire un petit article là-dessus. Et ensuite, je m'excuse, je tutoie, là. Je me suis sentie vraiment à l'aise tout d'un coup. Et j'aime ça. Et bien, il y avait aussi, donc les derniers propos en disant qu'il faut y aller petit à petit, puis d'essayer d'encadrer ça. Moi, je trouve que la notion d'espoir constructif que Louise Chahla a, dans le fond, publié récemment en 2022, est aussi une approche qui pourrait être intéressante, en fait, à avoir et à essayer de transmettre finalement aux enseignants de garder l'idée d'espoir là-dedans et d'être à l'écoute aussi des sentiments par rapport à ces enjeux-là. Puis je pense que justement, la dimension artistique permet d'être créatif, puis dans le fond, d'une forme d'action finalement par rapport à notre relation finalement à l'environnement puis à notre perception des enjeux. Je trouve que c'est ça, voilà. C'était juste des commentaires, ça m'inspirait plein d'idées. Mais voilà, donc merci beaucoup encore. C'est moi qui te remercie, Virginie. Je voulais te dire que par rapport à il y a deux parties dans tes commentaires, là. D'abord, l'importance d'aimer la nature avant de vouloir de prendre contact avec elle. Mais là, on dit nature, mais ça peut être l'environnement aussi. Donc, j'en parle dans ma thèse de doctorat. C'est vraiment une base fondamentale. Donc, il faut établir un rapport positif avec l'environnement avant de commencer à s'engager. Mais là, je parle de la démarche avec les enfants. Je ne parle pas quand on est un adulte avec une perspective critique puis un bon jugement de la situation d'ensemble. Donc, je suis d'accord avec toi. Et aussi, peut-être que j'aurais pu en parler. On est à l'université en refonte de programmes, notamment du baccalauréat. Et j'ai proposé 3 cours. Donc, on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais justement, là, dans un des cours qui s'appelle Art et environnement, on va voir s'il est qui fait écho, là, que les gens apprécient. Donc, qui s'appelle Projet de création et de formation, quelque chose comme ça. Donc, il y a cette démarche réflexive pour construire ce rapport, mais justement sur une base où, pas une base, mais un objectif où c'est l'espoir qui est là et la lumière et une perspective constructive, optimiste. Donc, et c'est important en éducation de garder cette lumière-là là, dans tout ce qu'on fait, d'être animé. Donc, si on regarde, mon étudiante m'envoie des images, là, j'en dors pas, j'arrête pas de les regarder. C'est plein de lumière, c'est plein d'espoir, c'est plein de vert. Donc, c'est la parole des enfants à travers l'image. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on est à la formation en enseignement, je pense. Merci Virginie. Merci Anne. Sans doute qu'on est pas mal submergé dans une perspective où la représentation de l'environnement en tant que problème est dominante, puis ça traverse un petit peu
nos vies actuellement, mais justement, on a ces défis d'ouvrir cette exploration aux autres perspectives, aux autres représentations de l'environnement, environnement de nature, environnement milieu de vie, en fait, etc. Donc, voilà, c'est un des défis actuels. Puis bon, l'espoir, sans doute, la pédagogie de l'espoir de Paulo Freire pourrait aussi être une source qui pourrait être mise à contribution dans ces contextes. Puis je pense qu'il y avait Hugues qui voulait poser une question, qui est dans la salle. Donc, vas-y. Oui, mais ça va un peu dans le sens des derniers propos de Virginie, de ce que tu viens de dire, parce que ce que tu disais, en fait, c'est qu'il faut approcher les enfants en tentant de ne pas leur faire peur. Ce n'est pas ça l'enjeu principal qu'on cherche à développer avec eux. Puis à cet égard-là, tu as parlé, bon, pour la thèse, de la dimension plus formelle de ta thèse, mais tu n'as pas abordé beaucoup la dimension axiologique. Mais j'ai remarqué que tu avais quand même fait le choix d'une perspective socio-écologique dans l'axiologie. Puis là, je me demandais justement, avec les perspectives complémentaires de l'ERE, comment est-ce qu'on pourrait plutôt peut-être complémenter finalement cette axiologie-là en la bonifiant d'une perspective psychosociale aussi, où on cherche le développement intégral de la personne. Puis tu référais à l'éducation artistique, je pense, de Hardwin, aussi, qui valorise une éducation artistique pour le développement intégral de la personne et pas simplement dans une perspective, on va dire, instrumentale de régler des problèmes, mais bien vraiment fondamentale pour la construction de l'être. Puis ben, ça m'a beaucoup touché, en fait, parce que je connais peu les travaux d'éducation artistique. Puis là, de savoir que Hardwin a réfléchi comme ça, moi, ça me parle. Ça fait déjà quelques années, à force d'enseigner l'éducation relative à l'environnement auprès des futurs enseignantes préscolaires primaires, qu'on réfléchit à différentes compétences à formaliser. Puis, parmi les compétences, évidemment, d'une éducation à l'éco-citoyenneté, on a des compétences d'ordre éthique, critique, politique, voire heuristique. Puis, à cet éventail-là, il m'apparaît manquer quand même quelque chose qui serait de l'ordre d'une compétence sensible, une compétence créative, qui pourrait peut-être s'appeler une compétence esthétique, je ne sais pas, mais qui participe davantage à la construction d'une personne puis du collectif avant de penser la résolution, justement, des problèmes, tout ça. Fait que je trouve que l'approche, justement, de l'éducation artistique qui mise sur le développement de cette sensibilité-là, cette créativité-là, participe aussi à une perspective psychosociale de l'ERE. Donc, je voulais savoir, dans ton organisation de la thèse, quand tu as fait des choix axiologiques, pour quelle raison tu faisais le choix plus socio-écologique et peut-être pas d'autres, peut-être même une perspective pédagogique qui pourrait nourrir aussi la réflexion? C'est une bonne question, mais tu sais, quand j'ai fait le choix, moi, je suis très collée aussi au domaine de la création. Donc, mon mémoire de maîtrise, c'était l'enseignement des arts plastiques conçu comme un art en soi ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le titre exact, mais c'était pour montrer que l'enseignement, c'était un projet de création. Donc, le choix au doctorat, ça a été, est-ce que je fais une recherche création ou une recherche intervention, qui est un peu le pendant pour l'éducation. Donc, c'est-à-dire que c'est une recherche d'environ 150 pages, mais où la moitié, si tu veux, de la démarche de recherche, c'est le projet de création ou l'intervention que tu vas, parce que la dimension de la création, là, elle est fondamentale dans mon travail. Donc là, on arrive avec, Lucie l'a vécu, une thèse à un moment donné de 800 pages qu'il faut couper, puis dire comment on revient à l'essentiel et comment on n'efface pas la discipline artistique aussi. Donc, il y avait plusieurs, je dirais que dans la proposition que j'amène, je ne suis pas gênée de le dire, c'est très incomplet. Hein, c'est une partie qui est collée à la démarche, à l'approche que j'ai développée, moi, dans mon enseignement pendant de nombreuses années, où ces dimensions-là, importantes en éducation relative à l'environnement et fondamentales, n'ont pas été au cœur. Il y a quelque chose de très spontané dans la façon que l'air est entré dans ma pédagogie. Et j'étais déjà, si tu veux, j'avais déjà un modèle qui n'avait pas été formalisé, une approche, et l'air a été à un moment donné une révélation. Donc, en découvrant le champ de l'éducation artistique, je n'ai pas cherché à intégrer tous les principes de l'air ou tout. C'est pas ça que j'ai cherché plutôt à comment est-ce que je peux aller puiser des éléments qui pourraient venir être intégrés à
mon approche que je voulais formaliser, qui était déjà en soi autonome. Donc, comment est-ce que j'accueille l'air, moi, Anne Deslauriers, avec mon expérience et si tu veux, l'intellectualité que je suis capable de déployer. Parce que être spécialiste en éducation relative à l'environnement, ou comme vous, toi, Isabelle, Lucie, d'être chercheur en éducation et de vraiment maîtriser tous les aspects de l'air, pour moi, c'était pas possible. Donc, oui, l'éthique, c'est fondamental, l'aspect psychosocial, mais je pouvais pas aller là. J'ai fait des choix, mais je dis pas qu'ils sont pas importants. Donc, c'est ça que c'est une proposition qui va demeurer, qui est en soi très, à la fois très complète et autonome, mais aussi très incomplète dans le sens qu'on pourrait travailler autour et la bonifier, la compléter. Et ça a été aussi une révélation pour moi quand à un moment donné, je me suis dit, en début de parcours, et à ce moment-là, je n'avais même pas rencontré Lucie, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'aborde des questions et je n'étais pas capable de les nommer. Qu'est-ce que je fais? Donc, à un moment donné, ma directrice de recherche, elle m'a dit, ben, c'est des questions sociales. J'ai dit, non, c'est pas juste ça. Et je suis tombée sur un des articles de quelqu'un, et là, c'est là que l'air a commencé à rentrer dans mes recherches. Lucie Sauvé, Isabelle Renard, Lucie Sauvé. Et puis là, j'ai découvert à travers d'une des chercheurs associés le mot socio-écologique. Et pour moi, ça a été une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire socio-écologique? Ça combinait, parce que dans mes projets, des fois, j'abordais la question de pauvreté chez les adolescents, mais en même temps, j'abordais la question, mais là, j'avais aucune connaissance là, de votre domaine, et j'abordais en même temps leur cours d'école, si on veut, j'allais dire la détresse des cours d'école, mais c'est pas ça que je veux dire, la détérioration de leur milieu de vie. Et puis là, c'est tranquillement que je me suis dit, bon, OK, je fais une place aux questions socio-écologiques, je dynamise mon enseignement par ces questions-là. Et ça a été fondamental et c'est ce qui traverse toute la thèse de doctorat que j'ai proposée. Mais sans du tout prétendre que c'est ce qu'il faut faire. C'est une proposition et en admettant qu'il y a plein de dimensions encore qui pourraient venir s'y greffer. Donc, voilà. Puis je me souviens d'avoir... Qui ont l'air de s'y greffer par le reste de la pratique. Ça semble des choix pour la thèse qui ont été effectués, mais je veux dire, dans le reste de ce que tu présentes comme modèle... Oui, exactement. Ça, tout est là, on parle vraiment d'accompagnement du développement de l'être. Oui, j'aurais pu parler aussi de tout le pouvoir, insister plus sur le développement du pouvoir d'action parce qu'il est là. Mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, puis avec raison, je me suis fait dire, mais là, ta thèse est supposée 150 pages, il va falloir faire des choix, il faut couper. Et puis, j'ai mis presque 10 ans à faire ma thèse parce que j'enseignais à temps plein et j'étais chargée de cours. Donc, tu sais, à un moment donné, j'arrêtais de m'intéresser à certaines choses par survie aussi. Donc, parce que si on parle, si on va dans le domaine de l'éducation artistique, donc j'ai eu certaines critiques aussi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de l'évaluation? Pourquoi est-ce que l'évaluation n'est pas plus présente dans ta... Tu sais, c'est important, l'appréciation. Tout ça, c'est fondamental, mais la thèse doit, à un moment donné, rassembler des idées puis s'en tenir là, mais tout ça, là, c'est des petits rayons qui pourraient être complétés puis poursuivis. Donc, il y en a qui sont en chemin, là, mais je ne les ai pas mentionnés aujourd'hui. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci. Merci beaucoup, Anne, pour cette générosité dans les réflexions par rapport à toutes ces perspectives qui éventuellement auraient pu ou peuvent être explorées ou qui le sont peut-être, mais bon, cet espace de partage est limité aussi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, ceux qui sont à distance, celles, et puis ceux qui sont dans la salle. Et puis, merci encore une fois, Anne, d'avoir été là. Nous sommes bien ravis de t'entendre. En fait, on voulait absolument ouvrir cet espace à connaître davantage tes recherches, tes travaux, tes préoccupations, tes perspectives. Puis d'autant plus que nous sommes en démarche, comme plusieurs le savent, déjà entamés vers les renouvellements
d'un projet collectif qui nous permettrait en fait justement de mutualiser tous les efforts, toutes les réflexions, toutes les compétences. On se prépare pour déposer une grosse demande de subvention à la fin de l'année, au mois d'octobre, pas si fin de l'année que ça. Donc, on espère pouvoir te retrouver, entre autres collègues, dans ces projets collectifs qui va permettre de rayonner pendant les prochaines 4 années, en fait, une prochaine période de vie de notre centre de recherche. Puis avant de finaliser, je voudrais inviter tout le monde. Comme vous savez, nous avons une programmation scientifique qui est bien dynamique et qui se poursuit. Puis une prochaine activité importante que nous organisons, c'est un colloque. Un colloque qui justement met à contribution des apports de divers chercheurs et qui porte sur la recherche collaborative en éducation relative à l'environnement et sa contribution dans cette perspective de transition écologique que nous visons. Et c'est un colloque qui va avoir lieu le 8 et 9 mai. dont un volet va être sur le Mont-Royal, alors avec une perspective des terrains, puis avec un invité des premiers peuples qui va nous offrir une activité bien particulière, bien spéciale. Donc, on invite tout le monde à suivre de près cette programmation qui se trouve dans notre site web, puis d'y participer à ces colloques où on va pouvoir présenter donc un éventail de perspectives sur justement les questions qui nous préoccupent des rapprochements des milieux, de la recherche, des milieux, des pratiques, en fait, dans cette perspective des complémentarités, des convergences, des synergies, pour une construction des savoirs plus appropriée, plus signifiante. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci et à tout une le monde. prochaine fois. Merci.